À ma dernière permission, 5 ans bientôt, tu étais une toute petite créature qui courait gauchement sur le sable, émerveillée par des coquillages et des cailloux. Puis, sur ce temps bref de clarté, 5 années se sont étendues, et cette absence et cette angoisse. Il y a eu entre nous des épaisseurs inhumaines d'événements et de pays. Et à présent, tu es cette petite fille inconnue, habitée de souvenirs, d'amitié, de contes, de chansons que je ne sais pas. Cette petite fille étrangère, ma fille. Et je suis un homme misérable, une sorte de cheminot et pire que cela. Je t'écris dans une grange où il fait obscur et froid. Nous sommes là quelques centaines d'hommes enfermés, entassés, gardés, et qu'à tout moment on menace et insulte. De tout le jour, nous n'avons à peu près rien mangé. Nous ne nous lavons plus depuis longtemps. Nous n'avons plus de linge ni de souliers. Je t'écris pour que plus tard, tu saches que j'ai vécu ce dénuement et cette humiliation. Plus tard, quand je l'aurai moi-même oublié, car on oublie. Non pas que je te demande de me plaindre, pas cela surtout. Il est juste qu'une fois au moins dans sa vie, chacun éprouve réellement la cruauté du monde, qu'il touche le fond. C'est un droit qu'on a, le droit de savoir combien c'est dur à mener, combien c'est difficile et dangereux l'aventure humaine. Ceux qu'il faut qu'on plaigne, c'est ceux qui sont protégés de tout, qui échappent à tout, les hommes aux mains gantées. Quand je m'étends dans ma paille, le soir, crevant de faim et de fatigue, grelottant sous ma couverture crasseuse, et bien heureux encore d'avoir une couverture, je me dis que c'est ça la situation véritable de l'homme, et connue comme il faut la connaître, pas par le cerveau, pas par les philosophies, mais par la chair exténuée. Alors on voit clair. On voit que les maisons à 10 étages, les téléphones et les frigidaires, et l'argent au carrefour, tout cela n'est qu'apparence. Apparence, le livre sous la lampe et les amis autour de la table. Apparence, les stabilités et les sécurités. Mais la faim, la servitude, la fièvre, la fuite, c'est du vrai, cela, du solide. Les constantes, les permanences de notre destin. Depuis des semaines, nous nous traînons à travers des plaines désespérées, dans la neige, sous la neige, dans le dégel et la boue, sans savoir vers quoi nous sommes menés, ni si ça finira jamais. Dans des villages hors du temps, des hommes et des femmes nous regardent passer avec une stupeur de bête. Des Polonais, des Ukrainiens, des Serbes, comment savoir? Empaquetés dans des guenilles couleur de terre et de murailles, tous esclaves. Ils font penser à ces paysans du Moyen-Âge dans les livres d'histoire. Et sur les routes, en files interminables, les longs chariots branlants des réfugiés, couverts de hideux tapis bariolés, conduits par des vieux adorons hérissés sous leurs bonnets de fourrure pelée. Des gens à qui on a ordonné de partir vers l'ouest, et ils sont partis, et ils n'en connaissent pas davantage. Et cela aussi, c'est du Moyen-Âge, du temps des grandes peurs et des exodes. On n'en est pas sorti du Moyen-Âge, malgré les livres et les villes et tout ce qu'on croit. On en est toujours à l'an 1000. J'ai réfléchi à ces choses en marchant sur les routes. Bien qu'on ne pense guère, lorsque chaque pas fait éclater dans tout le corps une souffrance
au-delà de laquelle il semble qu'il n'y ait plus qu'à mourir. Cela vous tient dans les genoux, dans les épaules, dans les cuisses, partout. Et ça vous brûle, ça vous mord. Et il y a les pieds pourris de gel, il y a le ventre tordu de dysenterie. On tousse, on gêne, on n'est plus qu'un tas de douleurs. Alors, rien que de faire un pas devient un effrayant problème. Soulever une fois encore son pied et le poser un peu plus loin. Réussir une fois de plus à arracher son pied de la neige et à le porter en avant. Rien que ça, minime victoire d'un instant, mais qui exige tant de vouloir, tant d'astuce, parce qu'il y a moyen de ruser avec ce corps éreinté. En s'y prenant bien, en calculant juste, on parvient à économiser un peu de peine, à réduire quand même son mal. Quand un homme en est là, à bout, comme on dit, à bout de force et à bout d'espoir, quand un homme en est là, il ne réfléchit pas beaucoup. Pourtant, il faut croire que le moulin à idées ne s'arrête jamais. Même dans ces moments d'extrême détresse, il vous vient encore des idées. De pauvres idées, bien sûr. Des idées de pauvres. Si simples que ça ferait pitié. Pas de ces jolies idées qui vous font valoir. Pas de ces idées qui sont comme des jouets. Non, des idées rugueuses et lourdes. Jouer aux idées, cela m'est arrivé à moi aussi, autrefois. Ce n'est pas tellement difficile. Tout le secret est de faire comme si la réalité n'existait pas. Mais quand on y est en plein, dans la réalité, on ne se dit plus que deux ou trois choses banales, deux ou trois choses qui comptent vraiment, évidentes, essentielles, des choses sérieuses, nées d'une expérience sans tricherie, des choses d'homme. Le reste, bon pour les singes de salon ou d'académie. On se demande ce qu'on fait là et pourquoi on le fait. Pourquoi on tient, comment on tient. Étonnement devant ces ressources qu'on n'avait pas conscience de posséder. Jamais je ne me serais cru capable de porter une pareille charge. Ce corps qui n'est plus jeune et qui par tant d'endroits se détraque, je ne lui connaissais pas cette résistance merveilleuse. Rien de tel que d'être essayé par l'événement. Je prends la mesure de cet adversaire, de cet ami, mon corps. Je découvre le mal que j'en puis craindre, mais aussi j'éprouve sa fidélité. Et si je parle du corps, c'est par une espèce de pudeur. Il y a bien autre chose que mon corps. Il y a moi. Il y a que je puis compter sur moi, bien plus que je ne l'espérais. Aux yeux des Allemands, tout cela est bien clair. Les Allemands nous ont flanqués de sentinelles avec des fusils et des chiens. Quand l'un d'entre nous n'a plus la force d'avancer, les sentinelles lancent un chien contre lui, ou bien le menacent d'un coup de fusil. Alors, il avance quand même. Ça le décide. C'est tout le rare de persuader aux sentinelles. Et en un sens, on ne doit pas mépriser ce pessimisme de gardeur d'hommes. Il est vrai qu'il est efficace. Il faut compter aussi avec la peur. Mais le point de vue du geôlier n'explique pas tout, n'explique pas grand-chose. Car il vient un moment où ce n'est plus sa peur d'un coup de fusil qu'un homme doit surmonter, mais son désir d'un coup de fusil. Un moment où ce serait si simple de se coucher dans la neige et d'attendre le coup de fusil. En finir avec le monde de la neige et des fusils.
On se demande pourquoi on tient. Parce que je ne suis pas seul, me disait un de mes compagnons qui est croyant. Un autre, qui ne croit pas au même Dieu, mais peut-être sont-ce les mêmes, se rappelait un passage d'un livre. Et pourtant, les livres ne pèsent pas lourd dans ces noires détresses. La plupart des livres. De tant de pages qu'on a lues, de tant de mots, combien en est-il qui puissent aider à vivre quand la vie devient mauvaise à l'homme? Mais aussi, pas de moyen plus sûr pour évaluer la qualité d'une œuvre. C'est autre chose que les décisions d'un critique dans les journaux. Quand une phrase d'un livre vient vous chercher dans votre nuit et vous porter secours, alors il n'y a pas à s'y tromper. Le signe de la grandeur est sur ce livre-là. Cette simplification qu'opère toute expérience grave, nous la reconnaissons ici. Séparation de l'authentique et de la parole. On a tout oublié, presque tout, sauf quelques mots. C'est que tout le reste ne méritait pas mieux. Habileté sans importance, vaine parure. Le malheur agit là-dessus comme un acide. Ne subsiste que de durs reliefs inattaquables. Ainsi cette page de Saint-Exupéry que citait mon compagnon. Les sentinelles nous avaient laissé 10 minutes de repos. Chacun lâchait son baluchon et se couchait à même le sol. Les hommes jetés sur le sol, pêle-mêle, comme des sacs vides. Ces têtes de bagnards, abruties, méfiantes, pas rasées. C'est alors qu'un garçon à côté de moi, en frottant avec précaution son genou enflé, m'a répété ce que dit Guillaumet à Saint-Exupéry au sortir d'un péril sans nom. Ce que j'ai fait là, je te jure que pas une bête ne l'aurait fait. Un de ces mots décisifs qui éclairent tout. On se demande pourquoi on tient. Parce que je ne suis pas seul, dit l'un. Et l'autre, et ce pourrait être la même, parce que l'homme est un être qui ne lâche pas. On tient pour rien, comme ça, parce qu'on est homme. Nous ne sommes pas toujours fiers de notre espèce. Les occasions ne manquent pas de mépriser les hommes, surtout des hommes qui ont faim. La faim ne les embellit pas. J'en ai vu qui volaient à leurs camarades ce peu de pain et de soupe qu'on nous donne. À croire que la dignité et l'honnêteté sont des vertus à l'usage des seuls gens bien nourris et qu'elles ne résistent pas à l'attaque d'une certaine misère. Âcre maxime qu'il y a je ne sais quelle satisfaction à formuler. On serait tenté de s'en tenir à cette misanthropie sommaire, de s'y complaire. Mais il faut éviter ce genre de jugement. Non pas qu'ils soient faux, ils ne sont ni vrais ni faux. Nous ne devons pas trop attendre des autres. Dans le monde de la guerre, on est seul, enfermé dans son propre drame, attentif uniquement à soi. Celui-là sera durement déçu, qui s'ouvre et s'offre à tous et quête de la bienveillance autour de lui. Ne pas trop attendre des autres, mais n'en pas attendre trop peu. Cet homme capable de voler un morceau de pain, il est capable aussi d'offrir son dernier morceau de pain. Comme le ciel d'où nous viennent soleils et pluies, sourires et colères. Et au total, il faut quand même croire en l'homme. Croire en l'homme et croire en la vie. Elle est comme l'homme et comme le ciel. Même à des heures où tout paraît se retirer de nous, il reste encore en elle de quoi réjouir le cœur. Il reste ces biens élémentaires
dont nous ne soupçonnons pas le prix quand nous sommes comblés. Je voudrais t'enseigner les simples richesses, l'eau et le pain, et la paille des granges, la paille épaisse et secourable, où l'on s'étend et s'étire, et qui fait sous votre poids son doux bruit de soie et de pluie. Le pain, l'eau, j'ai mendié de l'eau aux vieilles gens sur leur seuil, et les sentinelles nous écartaient à coups de crosse. Cela semble plus précieux que tout au monde, de l'eau qu'on a désirée durant des heures et qu'on boit enfin, en hâte, dans une vieille boîte rouillée. Ceux qui n'ont jamais eu qu'à tourner un robinet pour en avoir autant qu'ils voulaient, ignorent un secret important. Quand un homme fait le bilan de ce que l'existence lui a appris, il arrive vite au bout de son compte. Et ce qu'il dénombre ainsi n'est jamais bien subtil ni bien profond. Mais au moins, c'est à lui. Il l'a acheté et payé à son prix de sueur et de sang. Il ne l'a pas emprunté. Il ne le répète pas d'après les autres. Il peut en faire don à son enfant. Je te donne ces pages, écrites au crayon, sur un carnet sale, au soir d'une dure journée. Ce ne sont pas, je sais, des choses de ton âge. Les tragédies de notre époque ont beau violenter toutes les âmes, elles sont sans pouvoir contre les rêves de l'enfance. Tu n'as pas tout à fait 8 ans. Tu es une petite écolière avec un ruban dans ses cheveux. Des dialogues de bêtes et de fleurs se nouent encore dans ta conscience éblouie. Les animaux de tes fables te protègent de nos drames. Et c'est pourquoi j'ai voulu recueillir pour toi ces leçons d'une expérience amère. Parce que l'inflexible ignorance d'un enfant glace le mensonge sur les lèvres d'un homme. Parce que toute tentation d'arranger, de truquer ce que nous connaissons de la réalité, se trouve déconcertée par l'idée seulement du regard qui éclaire le visage d'une petite fille de 8